Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. L'année dernière, nous vous avions fait un épisode sur les JSIE, donc les Journées Sciences et Innovation Équines à Saumur. Cette année, nous y sommes encore allés et nous avons eu l'occasion, pendant cette journée, d'écouter la chercheuse Mathilde Valenchon qui nous a parlé de ses travaux récents sur le développement comportemental du poulain. Et donc, évidemment, ça nous a inspirés et on a décidé de la recevoir aujourd'hui. Donc, bonjour Mathilde Valenchon. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous parler de ton parcours en tant que chercheuse ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis chercheuse à l'INRAE. Je suis éthologiste de formation, c'est-à-dire que j'ai suivi un cursus universitaire en faculté de biologie, avec notamment un master en éthologie, puis une thèse. Et donc, moi, je m'intéresse à l'étude du comportement des espèces domestiques depuis une quinzaine d'années déjà, et du cheval domestique en particulier. Et mes travaux portent notamment sur l'étude des capacités socio-cognitives des chevaux, c'est-à-dire à la fois leur comportement social et aussi leur capacité d'apprentissage et de mémoire, en particulier dans un contexte social, et aussi d'un point de vue plus appliqué à leur bien-être. Et notamment, je sais que tu as travaillé un petit peu sur le cheval de course avant tes travaux plus récents. Est-ce que tu veux nous en dire quelque chose ? Oui, bien sûr. J'ai tout un pan de recherche qui continue encore aujourd'hui, qui porte effectivement sur, au départ, l'évaluation du bien-être des chevaux de course en particulier. J'ai aussi des travaux antérieurs sur les chevaux de sport et d'autres populations équines. Et aujourd'hui, on continue même jusqu'à au-delà de la carrière de course, puisqu'on s'intéresse aussi à la reconversion de ces chevaux-là pour la médiation. Et donc, mon projet aussi actuel, effectivement, porte sur la socialisation des jeunes en cas de sevrage ou de non-sevrage. Et je m'intéresse au développement comportemental et aussi cérébral via des approches IRM. Ok, alors justement, j'en profite pour rebondir sur le sujet dont tu viens de parler, donc sur le développement social du poulain, et notamment tu as comparé le développement social des poulains qui avaient été sevrés de manière classique, on aura l'occasion d'en reparler, et des poulains non sevrés. C'est justement ce que tu as présenté au JSIE et je pensais que c'était une bonne façon d'introduire cet épisode. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette recherche plus particulièrement ? Et puis après, on généralisera au développement comportemental et au développement social du jeune cheval. Alors mon projet actuel, effectivement, il porte sur l'étude du développement social en particulier des jeunes poulains. Je m'intéresse en fait au développement de ce qu'on appelle leurs compétences sociales, c'est-à-dire leur capacité à exprimer le comportement social de l'espèce de manière adaptée et flexible. Donc, par exemple, c'est pas seulement savoir menacer un congénère ou savoir faire un toilettage mutuel, mais c'est aussi savoir le faire dans le bon contexte, au bon moment, avec le bon congénère, pour avoir un comportement vraiment adapté et assez fin et assez flexible. Et en fait, on sait assez peu de choses de ce développement des compétences sociales, surtout à un stade un peu plus avancé. Par exemple, autour de l'âge du sevrage traditionnel qu'on fait vers 6 mois dans la pratique. Alors qu'il a lieu de manière plus tardive, on va, je pense, y revenir en conditions plus naturelles. Et donc, j'ai comparé en fait l'émergence de ces compétences sociales chez des poulains qui étaient élevés avec leur mère versus des poulains dont on avait enlevé la mère à 6 mois, comme on le fait dans la pratique, afin de voir comment se développent socialement ces animaux sur le long terme. Et c'est ça l'originalité de cette étude, c'est qu'il s'agit d'un suivi longitudinal sur près d'1 an de ces animaux-là, à partir de l'âge de 5-6 mois, donc avant le sevrage pour la moitié d'entre eux, et après donc avec les effets sur le long terme. Et donc tu constates des effets du sevrage sur les compétences sociales du poulain ? Et donc oui, absolument, c'était l'hypothèse de départ et elle a été confirmée. C'est-à-dire que moi, j'ai observé qu'effectivement, les poulains qui étaient élevés avec leur mère avaient un développement des compétences sociales qui était, on va dire, plus élevé. Par exemple, les poulains femelles, les pouliches, elles exprimaient plus de toilettage mutuel que les pouliches qui avaient été séparées de leur mère. Et les poulains mâles, par exemple, passaient plus de temps à jouer et initiaient aussi plus de jeux sociaux.
On avait aussi des poulains qui étaient, en l'absence de sevrage, plus centraux dans leur groupe, c'est-à-dire, entre guillemets, plus populaires. Et on a vu des effets même qui étaient maintenus au moins 7 mois après l'âge de sevrage. Donc c'est plutôt effectivement un ensemble de résultats qui va dans le sens de meilleures compétences sociales lorsque le lien avec la mère est maintenu, même au-delà de 6 mois. Donc c'est-à-dire même à un âge prépubère où les animaux effectivement sont déjà dans une diversification de leur interaction sociale, mais on voit bien que la mère continue à avoir un rôle central. Oui, sachant que ce qui est important de préciser dans ton étude, c'est que les poulains sevrés et non sevrés, sinon ils avaient exactement les mêmes conditions de vie. Ils vivaient tous en groupe avec des poulains de leur âge, c'est ça? Et la différence, c'était que certains gardaient le lien avec leur mère et d'autres pas. Oui, c'est ça exactement. En fait, c'était ça l'originalité de l'étude, c'est qu'il ne s'agissait pas de comparer des individus complètement désocialisés à des individus qui étaient élevés dans un contexte social, parce que ça, pareil, on va y revenir, mais on sait déjà que ça, effectivement, ça impliquerait un grand déficit de compétences sociales, par exemple. Mais là, l'idée, c'était en fait que tout le monde soit élevé dans des mêmes grands groupes, c'est-à-dire que poulains sevrés et non sevrés, par exemple, étaient dans les mêmes grands groupes. Et la seule différence, c'est qu'il y en avait qui avaient encore leur mère dans le groupe et d'autres dont la mère avait été enlevée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les effets plutôt négatifs du sevrage sur l'émergence des compétences sociales, on les a vus même dans le cas où ces jeunes poulains sevrés évoluaient par ailleurs dans un groupe social plutôt diversifié, donc un environnement social plutôt riche. Donc, ça laisse penser que, par exemple, dans un cas de désocialisation plus extrême que ça, qui peut quand même encore arriver dans la pratique, par exemple, on peut avoir des effets potentiellement plus importants que ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me placer à cette échelle en fait de développement, on va dire, suboptimal. C'est-à-dire que même dans mon cas, par exemple, mes poulains sevrés, ils étaient capables d'interagir socialement, ils étaient capables à terme d'établir des relations sociales, mais pas de manière aussi optimale que les poulains qui avaient bénéficié de la présence de leur mère pendant plus longtemps. Ok, et du coup, si on veut expliquer un petit peu en quoi c'est important d'avoir des compétences sociales, tu parlais de, si je schématise un peu ce que tu disais, de plus grande capacité d'ajustement en fait des poulains les uns par rapport aux autres et par rapport éventuellement même à d'autres chevaux, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on considère par exemple un adulte qui aura eu un développement optimal des compétences sociales, ça veut dire qu'on aura un cheval, comme je disais, qui va non seulement déjà connaître le répertoire comportemental de son espèce, être capable d'exprimer des comportements assez divers avec des intensités différentes de manière assez fine et qui va être capable de le faire dans des bons contextes. Donc ça veut dire, par exemple, que ça évitera d'avoir un cheval adulte qui est excessivement agressif ou qui ne sait pas lire les signaux des congénères, ce qui peut amener à des escalades, par exemple, d'agression entre animaux. Ou dans l'autre sens aussi, un animal qui aura eu un bon développement social va savoir établir des liens d'affinité, va savoir les maintenir et va aussi savoir justement, en cas de restructuration sociale, recréer des nouveaux liens. Et il y a vraiment cette idée d'être capable de s'adapter à des nouvelles situations sociales. Et en plus de ça, même si ça reste encore tout un champ d'études à explorer, on a aussi toutes les raisons de penser que ça peut avoir un lien aussi avec des capacités d'adaptation plus larges au-delà des compétences purement sociales entre congénères. Et donc là, il y a tout un tas d'hypothèses aussi sur le lien que ça pourrait avoir après les interactions, par exemple, avec l'humain. Oui, c'est ça. En émettant un peu cette hypothèse-là, on peut se dire que si ces chevaux sont plus adaptables à un groupe de chevaux, en fait, ils sont aussi plus adaptables dans leur vie en général, donc peut-être avec les humains, peut-être au travail, etc. En tout cas, c'est une hypothèse plausible. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste des hypothèses qui sont encore à explorer. Mais oui, il y a aussi ces aspects-là derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'aspect compétence sociale pour le cheval lui-même, mais évidemment, ça peut avoir des conséquences plus ou moins directes après sur l'utilisation qu'on a de ces chevaux-là aussi, nous, en tant qu'humains. Après, il y a même un effet plus direct, hein, puisque je parlais d'agressivité par exemple. On sait que au niveau de la filière équine, quand même, il y a encore beaucoup d'accidents liés au comportement des animaux en tant qu'animal effectivement de grande taille. Et donc c'est évident que par exemple, avoir un animal qui est moins agressif, c'est aussi moins d'accidents pour les humains qui sont autour, par exemple.
Et ça me fait penser que chez le chien, on a vraiment défini des périodes de développement qui sont assez précises, où on sait que le chien doit être familiarisé à d'autres espèces entre l'âge de 4 et 16 semaines, et qui doit absolument apprendre des choses à ce moment-là, et que si c'est pas fait pendant la bonne période, ça n'arrivera pas par la suite. Et ma question, c'est est-ce qu'on sait si chez le cheval c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des périodes critiques de développement où le cheval doit apprendre à interagir avec ses congénères et ou avec les autres espèces parmi lesquelles l'humain, ou est-ce que, et ça reste une question, je suis même pas sûre que tu aies la réponse, mais est-ce qu'on peut rattraper plus tard? Est-ce qu'un cheval adulte peut acquérir des compétences sociales s'il n'a pas eu un développement social optimal avant l'âge de 6 mois ou peut-être un autre âge, hein, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des périodes sensibles, critiques de développement chez le cheval? Alors oui, un peu à tout en fait. Oui et non, un peu à tout. C'est-à-dire que bon, déjà chez le cheval, et c'était aussi le but de mon projet là actuel, on connaît assez mal en fait son agenda développemental standard, puisque finalement, on a quand même étudié des périodes de la vie assez précises, comme autour de la naissance, autour vraiment du sevrage ou au début du travail vers 3 ans. Mais finalement, c'est peu de choses d'un point de vue vraiment plus longitudinal et plus complet du développement durant les premières années de vie d'un cheval dans un contexte domestique. Donc, je ne peux pas répondre déjà précisément. Après, je peux quand même dire que ce concept de période sensible, même s'il est intéressant, je pense qu'on peut considérer que toute la période développementale de tous les animaux constitue une espèce de grande période sensible. On sait que les jeunes, ils sont effectivement plus réceptifs aux facteurs environnementaux, aussi bien d'un point de vue positif que négatif. Après, il y a aussi beaucoup de plasticité dans le comportement. Le concept de période sensible, ça vient, je pense, au départ de concepts même un peu plus restreints encore d'empreintes qui avait été développé notamment par Konrad Lorenz sur les oiseaux. Et en fait, plus on a appris sur le comportement des animaux, plus on s'est rendu compte que ce phénomène d'empreinte, il n'était pas aussi irréversible qu'on pensait, il n'était pas aussi rigide qu'on pensait. Donc c'est pour ça qu'on a commencé petit à petit à parler de périodes sensibles, qui est déjà un petit peu plus flexible. Et je pense que plus on s'intéresse aux périodes sensibles, plus on va se rendre compte aussi que c'est encore un peu plus flexible que ce qu'on pense. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas être trop restreint avec ces concepts-là. Après, évidemment, le jeune âge, de manière générale, est une période sensible. Et en fait, il y a encore beaucoup à dire. Enfin, par exemple, il y a quand même quelques éléments de littérature qui sont intéressants chez le cheval, puisque je pense comme ça aux travaux de Séverine Henry à l'Université de Rennes, qui a étudié vraiment les premières heures, les premiers jours qui suivaient la naissance d'un poulain. Et elle a par exemple montré que manipuler le poulain par un humain, je veux dire, vraiment juste après la naissance, comme le recommandaient à l'époque certains chuchoteurs, avait un effet assez néfaste et perturbait durablement l'établissement du lien entre la mère et le jeune. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose d'un peu sensible, mais qui est plutôt d'ailleurs dans le sens où laisser les animaux établir leur lien, évidemment dans la mesure où il n'y a pas de problème de santé ou d'urgence sur laquelle intervenir. Il y a aussi les travaux de Léa Lansade qui ont montré que, et là c'est plus quelque chose qu'on induit avec l'événement plutôt qu'un âge précis, qui a montré par exemple que quand on procédait à un sevrage imposé par l'humain, c'est-à-dire qu'on enlevait les mères au poulain, comme on l'a fait aussi dans notre étude, les chevaux apprenaient mieux des manipulations à ce moment-là par l'humain. C'est-à-dire que si les animaux devaient être sevrés, on se rendait compte que cette période de réorganisation qui est liée au sevrage permettait aussi à l'animal d'être peut-être un peu plus disponible à des formes d'apprentissage à la manipulation par l'humain que quelques semaines plus tard, une fois que l'effet à court terme du sevrage était passé. Donc voilà, il y a des périodes sensibles, mais déjà, c'est un concept qui, à mon avis, ne doit pas être trop rigide et on a encore beaucoup de choses à découvrir au-delà de ces quelques exemples précis là-dessus. Et pour revenir quand même sur les adultes, on sait chez plein d'espèces que justement, je reviens à cette histoire de plasticité, on pensait avant que justement tout se jouait dans le jeune âge, et encore une fois, évidemment le jeune âge est important, mais par exemple on sait aujourd'hui que la neurogénèse, elle a lieu aussi chez l'adulte, alors qu'avant on pensait que c'était chez les jeunes, y compris chez l'humain, et on sait qu'on a une plasticité tout au cours de la vie. Donc on va dire que par exemple, si je reviens dans ce que je connais le mieux, qui est le comportement social, un cheval adulte qui aura manqué, on va dire, une phase de socialisation classique dans le jeune âge va quand même avoir potentiellement des déficits de compétences sociales qui peuvent être assez importants.
Dans certains cas, c'est quand même rattrapable, mais ça va être difficile et c'est pas sans risque. Nous, on a par exemple mené une étude avec Odile Petit sur la resocialisation des talons qui avaient vraiment été désocialisés dès le plus jeune âge. Donc, on parlait vraiment d'individus qui allaient de 5 à 20 ans et qui vivaient vraiment en box, en isolement social strict. Et on a une majorité des chevaux chez qui on a testé un protocole de resocialisation. On parle de socialisation ou de resocialisation pour des individus adultes. On a montré que la plupart d'entre eux étaient capables finalement de revenir à un comportement, on va dire, adapté en tout cas, sans être peut-être optimal par rapport à s'ils avaient eu un développement plus harmonieux dans le jeune âge. Et voilà, ils étaient capables à nouveau de vivre en groupe. Mais par exemple, dans notre étude, on a aussi vu qu'il y avait un individu qui n'avait pas été capable de se réadapter. Et peut-être que s'il avait eu une socialisation optimale dans le jeune âge, on n'aurait pas eu cet individu qui était vraiment plus du tout capable à l'âge adulte de développer ses compétences sociales. Donc, par exemple, c'est un individu qui était très agressif, très offensif dans son comportement. Et il n'était pas capable d'arrêter l'escalade de l'intensité de l'interaction agonistique, même face aux autres, par exemple. S'il agressait et qu'il se prenait un coup de pied, il continuait quand même à agresser, même s'il se prenait clairement des coups de pied d'un individu qui avait le dessus sur lui. Donc voilà, je fais une réponse un peu de normande, mais je pense qu'il faut absolument considérer le jeune âge comme une période sensible assez largement. Mais heureusement, il y a de la plasticité comportementale et cérébrale qui existe à l'âge adulte, y compris chez les chevaux, et qui est quand même précieuse. Et il ne faut pas se dire c'est foutu, on a manqué des choses dans le jeune âge. Mais c'est quand même beaucoup plus simple et il y a beaucoup moins de risques lorsqu'on arrive à se mettre dans des conditions optimales au départ. Et c'est pour ça que je pense que les conditions de vie qu'on offre aux chevaux dans le jeune âge, c'est vraiment un investissement pour la suite. Et question qui paraît très simple, mais qui peut-être fera débat. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval adulte ? À quel âge un cheval devient adulte ? Alors ça, c'est une bonne question et je ne serais pas capable d'y répondre précisément. En termes de définition, justement, l'âge adulte, c'est l'âge où le développement s'est arrêté. Après, qu'est-ce que le développement ? C'est c'est ce qui va de la conception jusqu'à l'âge adulte, donc on tourne un petit peu en rond. Après, par exemple, chez le cheval, on estime que, mais là je ne suis pas du tout spécialiste du développement physique, mais il me semble que d'un point de vue musculaire et squelettique, par exemple, on considère qu'un cheval, il est arrivé à maturité physique seulement à partir de l'âge de 5-6 ans, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce que j'avais en tête aussi. Voilà. Et c'est vrai que dans la pratique, on a tendance à penser que les chevaux, ils sont d'un point de vue comportemental matures plus tôt que ça, parce que la maturité sexuelle, elle peut commencer potentiellement à partir de 1 ou 2 ans. Mais en réalité, déjà le développement physique n'est pas du tout effectivement fini non plus. Et pareil, on se rend compte que finalement, c'est plus long que ce qu'on pense. Et nous, on a une autre étude toujours menée avec Odile Petit, où on a étudié le développement de chevaux de sport, où on a vu que finalement, la maturation comportementale, elle n'était pas encore achevée à l'âge de 5 ans, mais peut-être justement, il y aurait un âge charnière entre 5 et 6 ans. Voilà, donc on ne parle pas du tout de l'âge de 3 ans, par exemple, pour le cheval. Ouais, c'est plus tardif que ça. Alors, c'est une anecdote personnelle, mais moi, j'ai récupéré un pur sang réformé qui avait 4 ans et demi quand on l'a récupéré. Et en termes de compétences sociales, il a énormément progressé entre 4 ans et demi et 5 ans. Les 6 mois, là, les premiers 6 mois qu'il a passé avec nous, il a changé radicalement. Quand je l'ai mis au pré la première fois, il ne savait absolument pas comment faire dans un groupe. Et maintenant, il se débrouille très bien dans le groupe de chevaux stable dans lequel il vit. Donc moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il a réussi à récupérer des compétences sociales à cet âge-là. Après, c'est une anecdote ne fait pas la science, on le sait bien, mais c'est quand même ce que j'ai pu constater sur lui. Et donc, pour rebondir sur ces histoires de périodes sensibles, on a parlé un tout petit peu de la période néonatale et d'autres grandes phases. Donc, en gros, on a fait un petit bond de la période néonatale au sevrage dans ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des grandes phases en fait de développement du poulain ? Est-ce qu'on constate vraiment une évolution du développement de comportement au moins social du poulain, justement du néonatal jusqu'au sevrage ? Alors oui, en fait, le développement des compétences sociales, donc ça s'appelle la socialisation. Et pas seulement chez le cheval, c'est vrai pour beaucoup d'espèces de mammifères et d'oiseaux, mais on a des grandes étapes. Alors il s'agit encore une fois de pas d'étapes vraiment strictes avec un âge précis. En plus, on est bien incapable
de le savoir parce qu'on commence tout juste à avoir ces études-là, sur des phases un peu plus tardives notamment. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que chez un grand nombre d'espèces sociales, il y a des grandes phases, des grandes étapes de la socialisation. En général, on a une phase au départ avec un lien assez exclusif avec le parent et le jeune, par exemple entre la mère et le jeune. Ça dépend de qui donne les soins parentaux au sein de l'espèce. Et donc au départ, voilà, suite à la naissance, on a un lien qui est quasi exclusif, avec un lien très très fort entre le jeune et son parent. Et en fait, au fil de la socialisation, et donc avec l'âge, le jeune, par exemple le poulain, va commencer à avoir une phase qu'on va dire plutôt de diversification. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment l'étape où on a toujours le lien avec la mère, mais petit à petit, les autres congénères sont de plus en plus attractifs, prennent de plus en plus de place. Et on a vraiment une phase en fait où l'animal va un peu aller explorer différents types de congénères, va un peu commencer à tester. Ça, c'est très amusant à voir chez les poulains. Ils vont commencer à essayer de se menacer. En général, ils ne sont pas du tout pris au sérieux, par exemple, par les adultes, mais ils vont vraiment aller tester plein de choses, tester des congénères, tester différents comportements sociaux. Ça va pas encore être toujours très organisé, pas toujours très fin, mais justement, ils vont vraiment diversifier leurs interactions. Et après, vraiment plus tard, et aussi progressivement, ils vont ensuite affiner leur comportement. Et donc, c'est là qu'ils vont commencer à être un peu plus sélectifs sur les partenaires avec lesquels ils vont interagir. Ils vont être capables non seulement d'établir effectivement plein de liens, peut-être un peu moins justement, mais de manière plus approfondie. Donc voilà, il y a vraiment une phase après de spécialisation qui va faire que des poulains, mais qui sont peut-être justement qui s'approchent de l'âge adulte, vont être capables là, d'être plus spécialisés dans leur comportement social et plus sélectifs. Alors, on ne peut pas mettre un âge précis sur toutes ces phases. Ce qu'on sait quand même, c'est que la mère, par exemple, chez le cheval, elle continue à avoir un rôle assez important, même si elle passe petit à petit au second plan, par exemple, quand l'animal diversifie ses relations sociales. Et c'est vraiment ce que montre, par exemple, mon étude, c'est que même si on a des interactions avec les autres poulains, par exemple, avec les autres adultes, bah, finalement, quand on n'a pas la mère, on développe quand même pas de la même manière ses compétences sociales. Et on sait aussi que, et je pense que c'est une des raisons peut-être pour laquelle on fait le sevrage à 6 mois, c'est probablement pas la raison principale, mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont observé que justement les poulains, à l'âge de 6 mois, ils sont déjà dans cette phase de diversification. Ils commencent déjà à établir des liens entre poulains, ils vont jouer entre eux, ils vont plus être toujours collés à leur mère. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à penser que c'est bon, la mère est plus vraiment indispensable. Peut-être que si, en réalité, c'est plutôt ce que suggèrent nos données. C'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question de d'où ça venait, ce sevrage à 6 mois, et depuis combien de temps on fait ça. Est-ce que tu sais ça, Mathilde? On a des données là-dessus? Alors, je ne sais pas depuis quand on le fait exactement. Je pense que ça remonte à assez loin quand même. Je pense qu'une des raisons, en tout cas, quand on interroge les personnes sur le terrain, il y a plusieurs raisons qu'on nous donne. Une des principales raisons, c'est si on a besoin de remettre la mère à la reproduction, on veut qu'elle puisse consacrer son énergie à la nouvelle gestation puis au nouveau poulain qui va arriver. Et il y a beaucoup d'inquiétudes quant à l'énergie que va prendre le fait de garder au-delà de 6 mois le premier poulain. Il y a aussi pas mal d'idées reçues, mais là c'est plutôt à des vétérinaires qu'il faudrait demander sur la lactation des juments. Et j'ai beaucoup entendu sur le terrain que le lait était rapidement pas du tout suffisant, et voire même pas néfaste, mais en tout cas pas du tout nécessaire, plus du tout assez. Et donc, c'est là que beaucoup de personnes cherchent à avoir aussi un sevrage alimentaire en apportant, par exemple, des compléments alimentaires. Et je pense qu'il y a aussi le fait que, pour beaucoup de personnes, enlever la mère, ça permet de rendre le poulain plus accessible à l'humain. Et il y a pas mal d'idées reçues aussi, je pense, sur le fait que si on enlève le poulain de sa mère, voire de ses congénères, il va plus se tourner vers l'humain. Et ça, je pense que c'est vrai d'ailleurs pas qu'à l'âge des poulains. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on garde parfois les chevaux en box. C'est que peut-être pas consciemment, mais on s'attend à ce que ça les rende plus disponibles pour l'interaction avec l'humain. Je reviens à mon étude en particulier, ça peut donner quand même quelques éléments de réponse. Nous, par exemple, on a vu que quand on a comparé nos poulains sevrés et non sevrés, dans les mois qui ont suivi le sevrage de la moitié d'entre eux, on n'a pas vu d'effet ni facilitateur ni délétère de l'absence de sevrage chez les poulains. Donc les poulains qui avaient leur mère n'étaient pas moins manipulables.
et ils n'étaient pas non plus, par exemple, plus réactifs à l'isolement social, ni plus ni moins que ceux qui avaient été sevrés. Donc voilà, c'est pas forcément, on n'a pas forcément des données qui vont dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui effectivement réalisent ce sevrage à 6 mois pour rendre les poulains peut-être disponibles aux interactions avec l'humain et au travail futur. Je pense qu'effectivement, c'est un point critique de ton étude qu'il est important de partager et on est contente de pouvoir te laisser l'opportunité de le faire dans Vétologie. Mais donc, en gros, pour résumer, ça ne sert à rien de sevrer un poulain pour se dire je vais pouvoir plus l'utiliser plus facilement, il va être plus manipulable, moins peureux, etc. Toi, dans ton étude, tu montres que ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'on laisse le poulain avec sa mère qu'il va être moins facile à manipuler par un humain. Exactement. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Là, je pense aux travaux qui ont été faits sur un âge plus précoce, donc peut-être qu'on s'y attend un peu plus, mais les travaux qui ont été faits à l'Université de Rennes, justement, par Séverine Henry, ont aussi montré, alors sur un plus jeune âge, que au-delà du fait que la mère n'empêchait pas la manipulation du poulain, elle pouvait même servir au contraire à faciliter les manipulations, puisqu'elle a montré que, par exemple, montrer que en manipulant la mère et non pas le poulain directement, qu'il y avait des interactions positives avec l'humain, ça pouvait donner une perception plus positive durablement du poulain envers l'humain. Donc c'est-à-dire que là, on a même tout intérêt non pas à toucher au poulain, mais plutôt à utiliser la mère qui est là aussi comme médiatrice finalement de la relation poulain-humain. Donc on peut peut-être même aller plus loin dans certains cas. Voilà. En tout cas, à un âge plus avancé, nous, dans notre étude, donc au-delà de 6 mois, qui est la période pour laquelle on manque encore de données, et c'est pour ça que je m'intéresse à cette période-là, effectivement, le fait de laisser la mère, ça absolument pas, il n'y a aucun signe du fait qu'il pourrait être plus difficile à manipuler ou à isoler que ceux qui avaient été séparés de leur mère. Ok. Bon, donc le message, c'est vous pouvez laisser vos poulains avec leur mère sans crainte, en tout cas, vis-à-vis de votre relation avec eux. Et dans l'éventualité où on doit sevrer quand même, parce qu'on a peut-être des éleveurs qui nous écoutent ou juste des gens qui vont acheter un poulain et qui se demandent à quel âge le récupérer, qu'est-ce que tu conseilles en termes de sevrage ? Est-ce que tu conseillerais un âge auquel ce serait un petit peu moins délétère ? Et est-ce que la science a des données sur comment on organise le sevrage pour qu'il se passe bien ? Oui, on a pas mal d'études là-dessus et c'est vraiment très utile justement. Alors déjà pour ce qui est de l'âge, alors c'est peut-être là qu'on a le moins de données puisque finalement il y a beaucoup d'études qui sont faites autour de l'âge classique du sevrage qui est de 6 mois. Donc on n'a pas vraiment d'études qui existent, on a comparé avec des sevrages vraiment plus tardifs dans un cadre vraiment domestique. Donc là-dessus, je ne peux pas exactement répondre. En tout cas, moi, mon étude, elle peut suggérer que déjà grappiller quelques semaines, quelques mois, finalement, un peu comme pour les chatons, pour les chiots, ça peut pas faire de mal. Donc déjà, il y a peut-être un compromis à trouver. Mais là, on n'a pas forcément d'études qui montrent précisément, voilà, là, ça, c'est l'âge idéal, allons-y. Mais on peut juste dire que plus c'est tardif, mieux c'est dans une certaine mesure. Après, évidemment, on peut avoir besoin de sevrer. Dans ce cas-là, on a vraiment toute une combinaison d'études qui montrent un peu les critères les plus favorables, on va dire. On sait que le sevrage imposé constitue un stress pour l'animal, ça a été montré. On peut avoir des conséquences à long terme, même sur des aspects non seulement comportementaux, mais aussi, par exemple, sur le microbiote ou l'expression génomique. Mais par exemple, on sait que si on fait une séparation progressive plutôt qu'abrupte, on va limiter le stress. On sait que si on a un groupe vraiment avec plusieurs juments et plusieurs poulains, il vaut mieux enlever les mères progressivement, une par une, plutôt que de les enlever toutes en même temps. On sait aussi que si on doit sevrer, l'idéal, c'est vraiment que les poulains, même s'ils sont séparés de leur mère, restent en groupe, idéalement même avec des adultes. Si on n'a pas d'adultes, au moins entre poulains. Et si on n'a pas beaucoup de poulains, au moins en paire plutôt que tout seul. Donc voilà, on a quand même pas mal de données sur les manières dont on peut limiter le stress du sevrage. Et en plus, comme je le disais, il ne s'agit pas non plus peut-être important de le dire, il ne s'agit pas de diaboliser non plus la pratique du sevrage, puisque comme on l'a évoqué, il y a aussi tout un tas de phénomènes de plasticité et de résilience des individus. Et c'est aussi ça qui m'intéresse d'ailleurs dans mon étude, qui peut permettre aux individus de quand même bien se développer, même si on doit vraiment les sevrer. Mais ça veut juste dire aussi qu'il faut peut-être faire attention au milieu social dans lequel l'individu va évoluer et peut-être mettre des choses en place pour un peu compenser le fait d'enlever la mère, par exemple, à un âge comme 6 mois.
Et donc, on parlait de résilience. Bon, et ça, c'est un concept qui est un petit peu compliqué à traiter. Mais on parlait aussi de construire des capacités d'adaptation et des capacités justement de plasticité. Est-ce qu'on peut, par les conditions de vie en dehors du lien avec la mer, donner des capacités d'adaptation, en tout cas espérer améliorer les capacités d'adaptation du poulain à sa vie future? Oui, je pense que déjà, si on prend en compte le moment clé du sevrage, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en choisissant de le faire de manière plus favorable au poulain, on va limiter le stress et donc à terme, si on peut espérer qu'il y ait moins d'effets négatifs à long terme, par exemple. Après, de manière générale, effectivement, on a tout un tas de paramètres dans les conditions de vie qui vont être favorables à un développement harmonieux des chevaux au-delà du lien avec la mer. Par exemple, si favoriser un environnement, un hébergement au pré plutôt qu'au box. Je pense que l'environnement social en particulier, il est hyper important pour les poulains et notamment la présence d'adultes, comme je l'ai évoqué, pas seulement au moment à court terme du sevrage pour limiter le stress, mais en fait dans les premières années de vie. Il n'y a pas que la mère qui peut effectivement servir de modèle social, mais il y a aussi les autres adultes. Donc voilà, garder en tête que idéalement, on peut élever les poulains dans des environnements assez enrichis d'un point de vue sensoriel, comme je disais par exemple au pré, plutôt que dans un box, mais aussi enrichi d'un point de vue social avec des individus, si possible, de tout sexe, de tout âge. Donc des fois, ça peut être des petites choses. Sur le terrain, on peut avoir des personnes qui ont parfois juste une poulinière, un poulain, ils ont besoin de sevrer, ils se font prêter la jument du voisin à ce moment-là qui peut être disponible. Enfin, on peut imaginer des choses à plus petite échelle en fait. Mais on va dire en tout cas permettre justement pour cette phase de diversification de la socialisation du poulain, lui permettre d'avoir une richesse d'expérience, y compris sociale, durant les premières années de sa vie. Donc, en gros, il y a plein de choses qui se jouent après l'âge fatidique des 6 mois. C'est ça qu'on peut conclure avec toi. C'est que même si les gens récupèrent un poulain qui a été sevré de manière classique à 6 mois, ils peuvent mettre en place plein de choses après le sevrage pour avoir un cheval avec un meilleur développement social et donc on espère, dans un meilleur état mental par la suite et pour le reste de sa vie. Oui, exactement. Et puis comme en plus, on disait tout à l'heure que finalement, l'âge adulte chez cheval, il arrive peut-être encore plus tardivement que ce qu'on pensait. Ça veut dire qu'on a aussi pas mal d'années en fait pour agir. Donc à la fois, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit que bon, on n'est pas quitte au bout juste des 6 premiers mois. Mais à l'opposé, ça montre aussi justement qu'on a vraiment un individu le cheval, c'est vraiment un individu qui a une grande longévité et un développement assez long. Donc, et donc voilà, effectivement, ça donne plein d'opportunités pour lui donner toutes les chances de développer ses compétences comportementales dans plein de domaines. Ok, merci pour ces réponses. Et alors, dernière question que beaucoup de cavaliers se posent, on entend souvent, ah oui, mais là, tu as un super cheval, il a 3-4 ans, tout se passe bien, mais attends la crise d'adolescence. Alors du coup, mythe ou réalité, est-ce qu'on sait des choses sur le sujet ? Alors là, on n'a pas encore d'études sur la crise d'ado chez les chevaux, clairement pas. Et c'est bien dommage. Comme je vous disais, a priori déjà, la maturation comportementale, elle se fait jusqu'à l'âge de 5-6 ans, donc c'est pas complètement aberrant d'imaginer qu'il y ait des choses, des changements clés qui aient lieu après le début classique du travail à 3 ans. Et on peut aussi questionner justement l'âge du début du travail de la même manière qu'on peut questionner l'âge du sevrage. Nous, on l'a bien vu qu'entre même de 4 à 6 ans, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Après, il y a aussi pas mal de choses qui se passent autour de la puberté. Donc, si on parle de crise d'adolescence, pour moi, on se situe plus au niveau de la puberté. Donc là, c'est bien en amont de cet âge-là. Voilà, donc par exemple, là, c'est un petit peu anecdotique, mais moi, dans mon étude, j'ai vraiment vu la mise en place de ces comportements, on va dire, plus adultes au cours de la première année qui suivait le sevrage, donc c'est-à-dire de 6 mois à 1 an et demi. Et on voit par exemple l'apparition des comportements agonistiques, comme je vous disais, un petit peu approximatifs au début, avec des choses parfois très exagérées. On a vraiment, par exemple, chez les mâles que j'ai observé, une intensification des jeux de bagarre. Donc voilà, ils se bagarrent toute la journée pour certains. C'est presque un petit peu cliché. On a aussi l'apparition des premiers comportements sexuels au fil de ces mois-là qui suivent, on va dire, vers 7, 8, 9 mois.
les mâles qui vont s'intéresser plus, par exemple, aux juments à proximité. Donc voilà, je ne sais pas si ça se rapproche de l'adolescence au sens commun du terme, mais on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent justement au-delà de l'âge de 6 mois et probablement jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Merci Mathilde pour toute cette conversation avec toi et toutes les choses que tu nous as transmises et apprises. Et j'avais une dernière question en guise de conclusion de cet épisode. Et voilà, en prenant des notes avant cet épisode, je me suis demandé qu'est-ce qu'un poulain doit apprendre pour devenir un cheval adulte qui va bien. Alors, c'est une question peut-être un peu large. J'espère qu'elle va t'inspirer un petit peu et que tu pourras nous donner ton interprétation. Oui, je peux essayer en tout cas. Je ne sais pas si je serais capable de donner une liste exhaustive de tout ce qu'un poulain doit apprendre, parce que je pense que ça demanderait des années et des années et des vies entières d'études probablement. En tout cas, on peut quand même peut-être se référer au répertoire comportemental de l'espèce en général et se dire que déjà pour avoir un développement optimal, il faudrait au minimum qu'un poulain soit capable peut-être d'exprimer toute la richesse du comportement de son espèce, et ça va pas de soi quand même, ça s'acquiert en partie justement. Et après, au-delà de ça, on parle quand même d'animaux qui sont dans des contextes de domestiques, d'interaction avec l'humain, donc aussi l'idée évidemment, c'est d'avoir certes des animaux qui savent être des chevaux, notamment entre eux, mais aussi qui vont savoir faire face à différents défis au cours de leur vie, parce qu'il ne s'agit pas de les prévenir de toute forme de stress. Le stress, ça fait partie de la vie et c'est pas un souci. Et donc, je pense que ce qu'un jeune peut peut-être développer pour après l'aider à être un adulte équilibré, justement, c'est sa capacité d'adaptation face aux événements à la fois positifs, mais également négatifs. C'est une belle conclusion pour l'épisode, je trouve. On espère que cet épisode vous a aidé à comprendre un sujet qui est complexe et qui est aussi d'une certaine manière à la mode, et c'est tant mieux. En tout cas, on te dit un grand merci Mathilde pour toutes ces précisions déjà. Et puis si vous aviez des questions ou des témoignages sur le sujet, comme d'habitude, on vous retrouve sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et merci Mathilde Valenchon, merci Mathilde Guillon également. C'est vrai que j'ai rarement l'occasion de te remercier Mathilde. Et Mathilde Valenchon, on espère que tu reviendras dans la saison prochaine pour nous parler de la suite de tes travaux, parce que je sens que ça s'annonce passionnant également. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas, je le répète, à le partager autour de vous, à vous abonner, et on vous dit à très bientôt dans Vétologie. Et merci Laure. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir.